Jostein Gaarder, Le monde de Sophie. Chapitre 1. Le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Jorun. Elles avaient parlé des robots. Pour Jorun, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'elle n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non ? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Jorun pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde, car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne, sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers, et les bouleaux s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année ? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de cette végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et qu'il disparaissait les dernières traces de neige ? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus, plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre pour faire ses devoirs. Il arrivait de temps en autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte aux lettres, et elle était adressée à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3 allées des Trèfles. Rien d'autre. Aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier, guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui, juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Elle regarda à nouveau l'enveloppe. Mais si, la lettre lui était bien adressée. Qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres ? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat Sherikan surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'eût le temps de tourner la clé. Minou minou ! Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges, Boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis elle eut les 2 perruches, Cri-Cri et Gris-Gris, la tortue Govinda et pour finir, Sherikan, un chat roux et tigré. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable et donna à manger à Sherikan. Puis elle s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. « Qui es-tu » Quelle question idiote, comme s'il ne savait pas quelle était Sophie Amundsen. Mais qui était cette Sophie en définitive ? Elle ne savait pas trop, juste. Si elle s'était appelée autrement, Anne Knudsen par exemple, aurait-elle été alors quelqu'un d'autre ? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sinov. Sophie essayait de s'imaginer tendant la main et en se présentant sous le nom de Sinov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille complètement différente qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain en tenant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. « Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil.
Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. Qui es-tu ? Demanda-t-elle. Elle n'eut pas plus de réponse que tout à l'heure, mais une fraction de seconde, elle n'aurait pas su dire qui, du miroir ou d'elle, avait posé la question. Sophie appuyait son index sur le nez, qu'elle voyait dans la glace en disant « Tu es moi ». N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase « Je suis toi ». Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image. On lui répétait souvent qu'elle avait de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux. Mais le pire, c'était ses cheveux raides comme des baguettes de tambour et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant sa fille aux cheveux de lin, faisant allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui qui n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucune laque ni aucun gel ne tenait sur la chevelure de Sophie. Elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé si elle n'était pas née avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionne-t-elle notre apparence pour toujours ? N'était-il pas étrange qu'elle ne sût pas qui elle était ? Ce n'était pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur ? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Et elle n'avait même pas choisi d'être un humain. Qu'est-ce que c'était une personne ? Sophie leva de nouveau les yeux vers la fille dans le miroir. « Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, » glissa-t-elle pour s'excuser. L'instant d'après, elle était déjà dans le couloir. « Non, finalement, je préfère aller dans le jardin, » pensa-t-elle. « Minou, minou !» Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenue à l'allée de gravier en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, elle fut envahie par un sentiment étrange, comme si elle avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver au monde mêlé à une histoire aussi invraisemblable. Shere Khan bondit dans l'allée et disparut derrière quelques groseilliers touffus. Un chat bien vivant, celui-là. Du moindre poil blanc de sa tête jusqu'à la queue traînant au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme Sophie. Plus elle se rendait compte qu'elle était en vie, plus s'insinuait en elle la pensée qu'elle ne serait pas toujours là. « J'existe maintenant, » réfléchit-elle, « mais un jour, je ne serai plus là. » Y a-t-il une vie après la mort ? Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte, et presque chaque jour, depuis plus de 6 mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour ? Sophie resta dans l'allée à méditer. Elle tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'elle ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa vie, qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors comme jamais auparavant quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On aurait dit comme les côtés pile ou face d'une même pièce, qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie si l'on pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où elle avait appris par les médecins qu'elle était gravement malade. « Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle, » avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie ? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres ? Et si elle retournait voir s'il n'y avait pas autre chose ? Sophie se précipita vers le portail et souleva le couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l'intérieur. Elle était pourtant sûre d'avoir bien regardé tout à l'heure.
Elle avait pris la première lettre. Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l'ouvrit et en sortit un petit papier, en tout point identique au précédent, sur lequel était inscrit « D'où vient le monde ?» Je n'en ai pas la moindre idée, pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses. Cependant, la question méritait d'être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu'on ne pouvait quand même pas vivre sans s'interroger au moins sur ses origines. Les 2 lettres mystérieuses lui avaient tellement donné le vertige qu'elle décida d'aller s'asseoir au calme dans sa cabane. Sa cabane, c'était le refuge top secret de Sophie. Elle n'allait là que lorsqu'elle était très en colère, très triste ou très contente. Mais aujourd'hui, elle ne savait tout simplement plus où elle en était. La maison de bois peinte en rouge se trouvait au milieu d'un grand jardin avec beaucoup de massifs de fleurs et d'arbustes et d'arbres fruitiers. Une grande pelouse avec une balancelle et même un petit pavillon que grand-père avait fait construire pour grand-mère quand elle perdit son premier enfant quelques semaines après la naissance. On avait appelé la pauvre petite Marie sur sa tombe. On avait inscrit « La petite Marie nous salua, fit 3 petits tours et s'en alla ». Tout au fond, dans un coin du jardin, derrière tous les framboisiers, s'étendait un taillis épais qui interdisait aussi bien aux fleurs qu'aux arbustes fruitiers de pousser. Il faut dire que cela avait été une ancienne haie qui séparait à l'origine le jardin de la forêt proprement dite. Mais comme personne ne s'en était occupé ces 20 dernières années, c'était devenu de véritables broussailles impénétrables. Grand-mère lui avait expliqué que pendant la guerre, la haie avait compliqué la tâche des renards qui convoitaient les poules laissées en liberté dans le jardin. Pour tous les autres, à part Sophie, cette ancienne haie était aussi inutile que les vieux clapiers qu'on avait laissés plus haut. Mais c'était parce qu'ils ne connaissaient pas le secret de Sophie. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sophie avait toujours su qu'il y avait un petit passage dans la haie. En rampant dessous, elle débouchait alors entre les buissons sur un espace bien dégagé. Ça faisait comme une vraie cabane. Elle pouvait être sûre que personne n'irait la dénicher à cet endroit. Tenant toujours ses 2 lettres à la main, elle traversa le jardin en courant, se mit à 4 pattes et se faufila sous la haie. Sa cabane était si grande qu'elle pouvait presque y tenir debout, mais elle préféra aujourd'hui s'asseoir sur de grosses racines. De sa place, elle pouvait toujours surveiller par de minuscules ouvertures entre les branchages et les feuilles. Même si aucun trou ne dépassait la taille d'une pièce de 5 couronnes, elle pouvait néanmoins surveiller tout le jardin. Et quand elle était plus petite, ça l'avait amusée d'observer son père ou sa mère la cherchant derrière tous les arbres. Sophie avait toujours pensé que le jardin était un monde en lui-même. Chaque fois qu'elle entendait parler du jardin d'Éden et de la création, elle s'imaginait assise dans sa cabane en train d'admirer son petit paradis bien à elle. D'où vient le monde ? En voilà une question. Sophie savait bien que la Terre n'était qu'une petite planète au sein de l'immense univers. Mais d'où venait cet univers ? On pouvait évidemment supposer que l'univers avait toujours existé et ça permettait de laisser tomber la question de son origine. Mais est-ce que quelque chose pouvait avoir toujours existé ? Elle sentait qu'elle n'était pas vraiment d'accord avec cette idée. Fallait bien que tout ait un commencement, non ? Donc l'univers avait dû être créé à partir de quelque chose d'autre. Mais si l'univers avait son origine dans une autre chose, cette autre chose avait dû être créée un jour. On ne faisait que déplacer le problème. Sophie s'en rendait bien compte. À un moment donné, il a bien fallu que quelque chose surgisse du néant. Était-ce concevable ? N'est-ce pas tout aussi impossible à imaginer que l'idée d'un monde qui aurait toujours existé ? À l'école, on lui avait appris que Dieu avait créé le monde. Aussi essaya-t-elle de trouver quelque consolation dans cette explication. Mais ça ne la satisfaisait pas entièrement. Bon, d'accord, Dieu avait créé le monde. Mais Dieu, alors ? S'était-il créé à partir de rien du tout ? Ça n'allait pas non plus. À supposer que Dieu puisse créer ce qu'il voulait, il fallait bien qu'il fût quelque chose avant lui pour pouvoir se créer lui-même. Et il ne restait plus qu'une solution. Dieu avait toujours existé ? Mais c'était justement cette affirmation qu'elle avait rejetée. Tout ce qui existait devait bien avoir un commencement. Zut et zut alors ! Elle ouvrit encore une fois les 2 enveloppes. Qui es-tu ? D'où vient le monde ?
Ce n'était pas vraiment du jeu de poser des questions pareilles. Et d'où venaient ces lettres? Ça aussi, c'était un mystère. Qui avait tiré Sophie de sa petite vie tranquille pour la mettre en face de grandes énigmes de l'univers? Pour la troisième fois, Sophie, elle a regardé la boîte aux lettres. Le facteur venait de repasser. Sophie plongea la main et sortit toute une pile de journaux et de publicités, ainsi que quelques lettres pour sa mère. Il y avait aussi une carte postale avec la photo d'une plage du Sud. Elle retourna la carte, le timbre était norvégien et le cachet indiquait « Contingent norvégien des Nations Unies ». Était-ce de son père? Il se trouvait donc au Liban alors qu'elle le croyait à un tout autre endroit du globe, mais c'était pas son écriture. Son cœur se mit à battre plus fort en lisant le nom du destinataire. Eid Molerknag, CO Sophie Amundsen, 3 allées des Trèfles. Le reste de l'adresse était juste. Voilà ce que disait la carte. Cher Hilde, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes 15 ans. Comme tu sais, je tiens à te faire un cadeau qui te permette de grandir. Pardonne-moi si j'envoie la carte à Sophie, c'était plus commode comme ça. Je t'embrasse, ton papa. Sophie rentra dans la maison en courant et alla à la cuisine. Elle bouillait d'indignation. Qui était donc cette Hyde qui se permettait d'avoir 15 ans un mois avant à peine son anniversaire? Sophie, elle a cherché l'annuaire dans l'entrée. Il y en avait beaucoup qui s'appelaient Moller und Knag. Mais personne ne portait le nom de Moller Knag. Elle ressortit la carte postale. Non, c'était une vraie carte postale avec des vrais timbres, un vrai cachet de la poste. Dans quel but un papa envoyait-il une carte d'anniversaire à l'adresse de Sophie alors qu'elles étaient visiblement destinées à quelqu'un d'autre? Quel papa aurait la mauvaise idée de priver sa fille d'une carte d'anniversaire en l'envoyant à une autre adresse? Pourquoi était-ce plus commode comme ça? Et surtout, comment retrouver cette Hyde? Encore un problème qui lui tombait dessus. Elle tenta de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Et un après-midi, c'est-à-dire à peine en quelques heures, elle se retrouvait en face de 3 énigmes. La première consistait à savoir qui avait placé les 2 enveloppes blanches dans la boîte aux lettres. La deuxième, c'était les questions délicates que posaient ces lettres. La troisième énigme était de comprendre qui était cette Hyde Moller-Knag et pourquoi c'était elle, Sophie, qui avait reçu à sa place une carte d'anniversaire. Elle eut l'intuition que ces 3 énigmes étaient liées d'une façon ou d'une autre. Car jusqu'à ce jour, elle avait mené une vie plutôt banale. Si tu veux connaître la suite des aventures de Sophie, savoir si elle va recevoir d'autres lettres et qui est cette Hyde, pense à t'abonner et activer les notifications pour être informé des prochains chapitres. Bonne journée!